l'esprit a-t-il la capacité de déjouer les pronostics les plus sombres? Au- c'est une question qui peut concerner beaucoup de personnes qui sont dans les difficultés, hein. Donc, pour nous aider à répondre à cette question, nous avons deux grands spécialistes, hein, la personne d'Antoine Sénan, que d'autres aussi connaissent sous le nom de son nom de praticien, de médecin neurologue, hein, Antoine Monlouguet, et qui a écrit pas mal de choses, qui, a- qui est un petit peu seul dans sa spécialité à vouloir faire reconnaître le pouvoir de l'esprit, mais il faut bien des pionniers, hein. Et puis nous avons le plaisir aussi d'avoir avec nous Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, également auteur de nombreux livres, hein. Donc ils nous ont écrit ce livre, comment l'esprit agit sur la matière, hein. C'est un livre plein d'espoir parce qu'il nous invite à croire dans la revanche du sacré, parce que quelque part notre monde s'est déspiritualisé et ça ne lui a pas trop réussi, hein. Et ce qu'on apprend dans votre livre avec intérêt, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on a appelé le siècle des Lumières, en fin de compte, ça a été un petit peu le début de l'obscurité. Parce qu'autrefois, en fin de compte, au premier feu de l'histoire, déjà les hommes avaient conscience de l'existence d'un principe spirituel, et puis au fil du temps, enfin, surtout dans les temps les plus récents, ça s'amenuise de plus en plus. Qui- Antoine, je te laisse commencer sur cet aspect historique. Bah, oui, c'est vrai que le siècle des Lumières est considéré comme l'amorce l'esprit rationaliste. Mais en réalité, quand on analyse un peu en détail, on voit que cet esprit rationaliste était quand même tout à fait non pas concurrencer, mais disons frère aussi d'un intérêt, d'une curiosité pour l'hermétisme, pour la parapsychologie. Je vous rappelle que Newton a cherché la pierre philosophale jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, bah, on retrouve justement des gens qui vont inspirer énormément la science, entre guillemets, parapsychologique, puisque c'est le siècle, on voit apparaître Mesmer avec l'idée d'une force magnétique Une qui force est invisible invisible, gagne l'univers. qu'on peut utiliser comme une force thérapeutique. Alors le magnétisme, cette force magnétique, elle avait été déjà envisagée il y a bien longtemps, avant le XVIIIe siècle, par Paracels. Mais enfin, c'est pendant ce siècle, à la fin de ce siècle, au début du XIXe, on va voir apparaître justement ces personnages qui sont pas du tout dans un cadre de rationalité classique et asséchée, mais des personnages qui vont chercher en dehors de la science classique, bah, des voies de guérison inhabituelles, des forces inconnues. Donc c'est un siècle qui est très contrasté en réalité. C'est-à-dire, il y avait le courant de l'esprit et des esprits. C'est ça. Alors ça, c'était l'interprétation qu'on donnait au phénomène qu'on ne s'expliquait pas. Soit une force de notre esprit, de l'esprit au singulier, soit en fait des forces qui dépendaient des esprits, et le plus souvent des esprits défunts. C'est la période où le spiritisme apparaît, et c'est vrai que pendant toute la période très très tumultueuse qui a entouré l'arrivée des tables tournantes, on va dire, en Europe, il y a eu en fait deux écoles. L'école spirit, c'est-à-dire qui croyait que bah, c'était les esprits défunts qui faisaient tourner les tables et qu'on pouvait dialoguer par ce biais-là avec les esprits défunts. Et puis l'esprit, on va dire, réaliste, naturaliste, qui disait non, les tables tournent mais ne parlent pas. Elles tournent parce que justement l'esprit est capable de les faire tourner, et ça c'est un des éléments essentiels de la psychokinèse, puisque la psychokinèse, qui est le titre de notre livre et le sujet de notre livre, c'est justement l'esprit qui agit sur la matière, qui fait bouger la matière. Et donc, il y a eu cette lutte entre les spirites qui croyaient aux esprits et puis les hommes, les honnêtes hommes, pas forcément des scientifiques, mais des gens qui s'intéressaient aux phénomènes étranges et qui les étudiaient, qui disaient que non, 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 il faut laisser les esprits de côté et envisager véritablement qu'il y a en l'homme des forces spirituelles qui peuvent interagir avec la matière. Il y avait une mode, un attrait pour
toutes ces expériences en fin de compte de parapsychologie. Il y avait eu puis les fameuses sœurs Fox, peut-être que Jocelyn peut nous en parler. Oui, bah, les sœurs Fox, on en parle forcément dans le livre parce que c'est un peu le début du spiritisme. Et puis, il y a eu toute une controverse autour de ça. Donc, aux États-Unis, deux sœurs prétendaient être en contact avec l'au-delà parce qu'elles recevaient des signes et manifestations donc sous forme de coups frappés. L'histoire, je l'ai plus complètement en tête. Je pense que c'est Antoine qui a dû la raconter. Mais en tout cas, ça a été un cas très célèbre, très médiatisé, très documenté à l'époque. Et il y avait une grosse suspicion quand même de fraude. Et au bout du compte, je sais même plus ce qu'il en est resté. C'est presque anecdotique. Mais en tout cas, c'était une histoire qui a fasciné les foules, c'est sûr, hein. Euh, Oui, parce que en fait, c'est une histoire qui est probablement effectivement une fraude, puisque les fameux coups entendus par les témoins qui assistaient aux séances de spiritisme des sœurs Fox étaient probablement générés par des mouvements et des claquements d'articulation de leurs orteils et de leurs pieds. Elles savaient en fait bouger leurs orteils, faire craquer le vertèbre de telle façon qu'il y avait un son très inhabituel qui apparaissait. Et donc, en les faisant craquer une fois, ça voulait dire oui, et en faisant craquer deux fois, ça voulait dire non. C'est comme ça qu'on dialoguait avec les esprits. Donc, la fraude est quand même très probable, d'autant qu'il y a une sœur, une des sœurs qui a fait un jour, après, quelques années après tout ça, un aveu officiel que tout ça a été inventé et frauduleux. Mais ce qui est assez étonnant surtout, et ce qui fait que vraiment les sœurs Fox ont une place importante dans l'histoire de la parapsychologie et du spiritisme au sens large, c'est qu'en fait, elles sont devenues des superstars. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est-à-dire que il y avait sûrement des endroits dans le monde, et notamment aux États-Unis, où on faisait tourner les tables, où on dialoguait avec les esprits, mais la passion qui a entouré ces deux sœurs est inimaginable. C'est devenu des stars du pays absolument immenses. Elles ont voyagé dans tous les États des États-Unis. Les gens se pressaient à leurs conférences. Ça a été terrible. Et leur célébrité a passé l'océan Atlantique et est arrivée en Europe. Mais il ne faut pas dire que le spiritisme et les tables tournantes sont une marque américaine, puisque en Europe, il y avait bien avant les Sir Fox des choses qui se rapprochaient tout à fait de ça. Et bon, les tables tournantes étaient connues en Europe avant l'histoire des Sir Fox. On en donne plusieurs exemples, hein, mais Christian, si vous permettez, je voudrais revenir sur votre première question à propos du projet du livre, hein, parce que c'est vrai que derrière ce travail qu'on a fait à deux, il y a une volonté peut-être un peu de participer à ce qu'on appelle le réenchantement du monde, parce on parle de guérison, on parle d'une médecine du Voilà. futur, bien sûr, mais je voudrais quand Et, même dire que ce réenchantement du monde, c'est pas un retour en arrière, parce qu'aujourd'hui, on a les connaissances de la science. On a les connaissances notamment de la physique, bien sûr, et de la médecine, des sciences de pointe en général, et on ne peut pas faire un retour en arrière. Par contre, c'est intéressant de voir que ces progrès-là, finalement, ils amènent aussi à redécouvrir des choses que, effectivement, l'humain connaît depuis longtemps, et notamment les anciennes médecines chinoises, indiennes, ou même avant ça, chez les peuples racines, hein, et notamment leur recours à la pharmacologie, etc. Mais, par exemple, chez les peuples racines, il n'y a pas cette distinction qu'on fait, nous, modernes, entre vivant et mort, enfin, animé et inanimé. Pour eux, tout est animé, puisque finalement, même la matière minérale, elle est formée par des atomes dont on sait aujourd'hui qu'il y a un bouillonnement au niveau du vide voilà. quantique et des particules, etc., et que ça bouge, et que donc c'est pas inanimé. Et eux, ils avaient la connaissance intuitive de ça. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont animistes. Tout avait une âme, tout avait un esprit, et par conséquent, c'est une vision du monde qui est complètement différente et dont on pourrait bien s'inspirer à nouveau aujourd'hui, y compris dans nos disciplines les plus modernes finalement. Et une vision du monde où l'importance de la conscience prend toute sa valeur. Absolument. Et le lien qu'on a également avec l'endroit où on habite, le lieu, donc pour beaucoup de peuples, si on reste là-dessus, ce sont des forêts qui fourmillent de plantes. Il y a des milliers de plantes et eux, ils ont appris des combinaisons de plantes complètement improbables grâce à des visions qu'ils ont eues. Ce sont les plantes elles-mêmes qui les enseignent sur la façon de les utiliser. Donc c'est pareil, si on parle de ça, il y a une magie derrière ça, il y a de l'invisible, il y a une sensation, il y a une connexion, une capacité à sentir, à lire l'invisible, à lire des signes notamment et le langage même de la nature, hein.
Et puis si on va du côté de la médecine chinoise ou indienne, c'est absolument fascinant aussi de voir ce concept d'énergie qui n'a jamais cessé d'être présent, qui est à la fois quelque chose de matériel, de physique, mais aussi qui est mental, en fait, qui fait l'interface entre le psychique et le physique quelque part. Et on accepte dans la médecine occidentale certaines pratiques comme l'acupuncture ou des choses comme ça, un peu du bout des doigts, mais il faut bien prendre tout le paradigme avec. Si on, si on fait de l'acupuncture dans les hôpitaux français, c'est comme quand on fait appel à des coupeurs de feu, parce qu'il y a des brûlures en radiothérapie ou bien des brûlures occasionnées par le feu, eh bien, il faut prendre tout le paradigme qui vient avec. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, On et peut puis pas juste prendre l'effet. vous avez employé le mot magie, puis derrière cette magie, il y a la reconnaissance aussi d'une force de vie à laquelle chacun donne le Ah, nom. une philosophie, il y a toute Voilà, une une philosophie philosophie. derrière Voilà, qu'on a juste perdu de vue en Occident, mais qui faisait partie de notre histoire aussi, hein. Qu'on pense aux Grecs, etc. Bien sûr, tout ça, c'est comme disait Antoine tout à l'heure, c'est parti dans le domaine de l'hermétisme, de l'ésotérisme, c'est devenu de la connaissance cachée, mais ça n'a jamais disparu. voilà, même Kant, le père de la physique quantique, si on peut dire, à la fin de sa vie, reconnaissait, avait vraiment la supposition d'une force supérieure qui amenait ce champ d'énergie, ce fameux vide quantique, quoi, qui n'est ce réseau d'énergie, de formation dans lequel nous baignons, qui fait de nous des Ouais. émetteurs-récepteurs. C'est ça. Aujourd'hui, on peut faire des hypothèses audacieuses sur le vide quantique. Est-ce que c'est le Tao des traditions, etc. Nous, on va pas sur ce terrain-là. Je précise dans le livre, on raconte beaucoup d'histoires tout à fait spectaculaires de personnes qui étaient capables de faire de la lévitation, par exemple, ou bien effectivement ensuite de tordre le métal, comme le fameux Oui. Uri Geller. Et puis ensuite, on est sur le terrain des guérisons. Mais on n'est pas dans la réflexion spéculative, philosophique pure et dure. Hein. Oui, On donne quelques références dans ce domaine. l'idée était de rapporter des faits, surtout. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir à quel point cette idée de psychokinèse a été rejetée par la science dite rationnelle, de manière d'ailleurs un peu surprenante, parce que si vous y réfléchissez bien, la psychokinèse, on en fait tous l'expérience. Oui, Lorsque vous faites bouger votre bras, c'est bien la psychokinèse, c'est-à-dire que vous avez un ordre mental qui se traduit, se convertit en un mouvement. Alors, on connaît le relais entre le mouvement et l'ordre mental, c'est les voies nerveuses et l'influx nerveux qui se balade le long de ces voies nerveuses, mais c'est bien de la psychokinèse. Et là, la science reconnaît tout à fait la réalité de la psychokinèse. Nous sommes des guéridons biologiques. Mais la science s'arrête à l'épiderme. D'ailleurs, il y avait un grand scientifique qui avait dit cette phrase assez étonnante, qui avait dit, si jamais on arrivait à prouver que l'effet de l'esprit dépassait notre épiderme, personne ne serait plus en sécurité. C'était Foucault qui a démontré que la Terre tournait. Par contre, il démontrait que la Terre tournait, mais il n'acceptait pas de voir tourner les tables. C'était très particulier. Et donc, la science ne supporte pas que l'esprit puisse dépasser l'espace du corps. Et donc, la science accepte la psychokinèse locale, mais dès qu'il s'agit d'aller au-delà du corps, là, la science s'arrête complètement. Et là, dans ce livre, on a essayé de montrer les faits, et je crois que vraiment que c'est des faits qui sont extrêmement démontrés voilà. et convaincants sur la réalité de la psychokinèse. Et vous avez étudié les conditions psychologiques qui favorisent le déclenchement. Oui, alors c'est assez étonnant d'ailleurs c'est un peu contre-intuitif parce que on pourrait se dire que plus on veut faire bouger ou tordre une cuillère en métal ou faire bouger un objet ou faire tourner les tables, On y bah, arrive. plus on met d'énergie mentale, donc ça devrait marcher. Mais en Non, réalité, il semblerait que c'est pas exactement ça qui se passe. Il faut croire d'abord à la réalité de la force de l'esprit sur la matière, mais après, ne pas forcer. C'est-à-dire laisser les choses se faire tranquillement. Et il semblerait que la volonté absolue, le fait de mettre beaucoup de mental, beaucoup de cerveau dans cette histoire, paralyse l'effet de l'esprit. Il faut mettre le cerveau au repos et laisser l'esprit faire, un petit peu comme si tout ça se passait dans l'inconscient. voilà, mais ce que vous dites, Antoine, de toute façon, on en a l'illustration dans la vie. Quand on dit quand on veut, on peut, on sait tous qu'en fin de compte, rien n'est plus faux, quoi. On peut travailler 15 heures par jour et échouer si on a l'esprit encombré par des idées d'échec.
C'est hein. ça, il faut pas trop vouloir pour Voilà. être très efficace, en fait. J'avais une Il faut amie être capable de lâcher prise, en fait. C'est voilà, ça, tout à C'est un fait. abandon. J'avais une amie qui me disait, mais j'aimais bien sa formule, il faut vouloir sans vouloir. c'est ça. Ben, c'est le Ben, c'est Wu très Wei, juste. ça rejoint la philosophie un peu chinoise aussi, ouais. Tout à fait, hein. Agir, le non-agir, le vouloir, le non-vouloir. Voilà. Moi, ça me rappelle une séquence du film Matrix, hein. Il y a une référence à ça, au torsion de cuillère avec un personnage qui rencontre Neo, je sais plus si c'est dans le 1 ou plus tard. Mais en fait, la réponse, c'est qu'il faut ne pas vouloir, effectivement, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de cuillère. Donc, on a des psychokinétiques, des sujets arrivent peut-être à se persuader de ça, qui sont dans une espèce de continuum, de flux avec la matière autour d'eux. Il n'y Il a n'y a plus de pas, séparation. voilà, il n'y a pas de séparation entre eux. C'est certain qu'au niveau infinitésimal, il n'y en a pas. Oui, de toute Hein. façon, il y a une réalité scientifique derrière ça, évidemment. Voilà, hein. Donc, oui, il y a une partie un petit peu historique, en fait, dans votre livre que les lecteurs découvriront avec plaisir. Vous racontez, enfin, vous citez des choses sur la lévitation tout à fait étonnantes, hein, même des histoires pas si anciennes que ça, parce qu'en fin de compte, le Padre Pio, c'est pas si loin de nous que ça. Oui, Hein. oui, tout à fait, tout à fait. Puis il y avait la conversion du prince de Brunswick aussi, qui était quand même assez Oui, phénoménale. alors ça, Hein. c'est au XVIIe siècle, c'est un peu Oui, plus loin, là, c'est plus loin. Hein. mais c'est plus loin, XVIIe siècle, mais il s'agit du fameux, enfin, de la star de la lévitation dans l'histoire, c'est le Joseph de Copertino, un moine franciscain du XVIIe siècle qui lévitait comme on respire quasiment. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100, 200 témoignages de lui. Il a lévité des centaines et des centaines de fois dans sa vie, à tel point d'ailleurs que ses compagnons, ses frères au couvent ne le supportaient plus, parce que à chaque fois qu'il y avait un office, on le retrouvait en haut de la croix, donc tout le monde était absolument exaspéré. Mais il y a des centaines de témoignages, notamment effectivement la fameuse conversion d'un protestant, ce qui est quand même à l'époque très Oui. rare de voir un protestant être converti, le duc de Brunswick, ce qui a créé un énorme scandale dans les pays germaniques, qui a été converti à la suite de la constatation d'une lévitation de Joseph de Cupertino. Après, donc tout ça, vous l'avez un petit peu étudié avec des événements plus récents. Hein, vous parlez de la psychokinésie, donc c'est l'action de la pensée sur les dispositifs électroniques. Hein. Oui, alors ça, Jocelyn est très spécialisé dans On va la laisser micro. parler Jocelyn. Hein. Oui, ben ça fait longtemps que moi ça m'intéresse, hein. Effectivement, c'est des expériences qui sont nées aux États-Unis, où des ingénieurs qui étaient à la fois un peu psychologues aussi, se sont en tout cas où ils se sont regroupés tous ensemble pour travailler sur l'effet de la concentration, de la volonté sur des machines en fait qui sont des générateurs de nombres aléatoires. Et donc ces machines sont censées produire du hasard en continu. C'est comme des lancers de dés qui se répètent en permanence, et donc on peut mesurer si quelque chose a de l'influence sur ce qui serait une ligne du hasard, une ligne plate. Et effectivement, on s'est aperçu que des réunions comme ça de personnes dans différents contextes, des contextes religieux, des contextes sportifs, puis des grands événements planétaires, eh bien, effectivement, avaient un effet sur ces machines-là. Et ça a donné naissance à ce qu'on a appelé le projet Conscience Globale, qui a donné lieu à des travaux quand même pendant une quinzaine d'années, recueil de données. Ça continue sous une autre forme aujourd'hui, mais il y a eu des données incroyables enregistrées lors de grands événements planétaires comme les funérailles de Lady Diana ou bien le 11 septembre 2001. Et donc, les chercheurs réfléchissent à quelle peut être la raison, mais l'idée d'un champ de conscience collective, etc., fait son chemin, quoi, et est prise au sérieux. Est prise au sérieux par ces chercheurs-là, parce que manifestement, il faut bien expliquer ces données de toute façon. Champ de conscience qui a pris énormément d'importance quand les événements en fait ont déclenché la compassion. Oui, Alors, c'est l'émotion lié à ça, collective. ouais. L'émotion, c'est ça, ouais. Hein, l'émotion, c'est ça qui est quand même fondamental de retenir. Et en même temps, c'est porteur d'espoir. Parce que, Mais il y a un côté là aussi magique, pardon Christian, parce que les machines réagissent avant, juste avant l'événement. Donc il y a aussi une prémonition en fait. Il y a oui. une prémonition, il semblerait, sur ces grands événements. Donc là, c'est encore Ah, autre ça chose. interpelle encore plus. Hein. Mais enfin, on voit que, qu'en fin de compte, l'influence de la conscience individuelle, même si elle a été décriée, elle est indiscutable. Bah, en particulier dans le champ de la guérison. Voilà. Hein.
Donc il y a toute cette partie, vous citez beaucoup d'exemples pour tout à fait intéressants. Mais c'est sûr, on va en venir à ce qui intéresse peut-être le plus ceux qui vont nous écouter, bien sûr, c'est le champ de la guérison, hein, qui nous concerne tous, hein, qui maladroitement est un petit peu ce qu'on appelle les guérisons miraculeuses. En fin de compte, c'est ce qui devrait attirer toutes les recherches. Et en fin de compte, elles sont balayées du revers de manche, les, les guérisons miraculeuses. Oui, oui, parce que c'est des guérisons inexpliquées par la science. Donc, évidemment, Voilà. la science est pas très, très ouverte pour s'intéresser à ces guérisons, ce qui est bien dommage. Et la science, justement, la science occidentale, la médecine occidentale, de toute façon, elle s'est fondée contre les miracles, en quelque sorte, puisque au temps des Grecs, Hippocrate avait justement sorti la médecine des mains des mages et des prêtres. Et toute la médecine occidentale, la médecine moderne, se réfère toujours à Hippocrate en disant, bah, non, il faut justement mettre les mages et les prêtres de côté, ils ne doivent plus exister dans le cheminement du soin. Mais Hippocrate n'avait pas dit que ça. Hippocrate avait défini la qualité du bon médecin avec plusieurs éléments, mais un élément, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui était que une des qualités du très bon médecin, c'était de pouvoir déterminer quels étaient les malades incurables et qui ne pouvaient pas bénéficier d'un soin médical. Voilà. Donc, quand vous aviez ce diagnostic, qu'est-ce que faisait Hippocrate? Eh bien, à ce moment-là, Hippocrate disait, vous ne faites plus partie de mon champ d'efficacité et d'influence possible, et donc je vous remets au temple dans les mains des prêtres. Et vous voyez, il n'y avait pas cette espèce de séparation complète entre la médecine matérialiste, on va dire, et la médecine spirituelle, mais la médecine spirituelle, en fait, prolongeait la médecine matérialiste quand la médecine matérialiste était dépassée. Or, aujourd'hui, dans beaucoup de spécialités, la médecine matérialiste est très souvent dépassée. Donc, je trouve dommage que cette ouverture sur la médecine spirituelle n'existe pas. Et avant d'en revenir aux guérisons, il y a une expérience dans votre livre que j'ai découvert qui m'a vraiment bluffé. C'est l'expérience, j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce qu'elle est comme porteuse d'énormément d'espoir, enfin, elle fait comprendre énormément de choses. C'est l'expérience fascinante de Cliff Blackster. Alors, je ne sais Oui, pas alors ça, de vous deux la mise en... C'est Antoine. alors a écrit ce passage. C'est vous, Antoine? ouais, Oui. donc Cliff Master, c'est assez fascinant, cette histoire. Euh, Vous savez, il y a des chapitres que j'ai écrits dans ce livre où je ne suis pas totalement convaincu de la réalité des phénomènes que je rapporte et que je rapporte pas moi-même, enfin, que j'ai collecté et que j'exprime. Donc, je ne suis pas convaincu, je doute, mais je ne rejette pas. Et alors, sur les expériences de Cliff Baxter, elles sont tellement extraordinaires que c'est vrai, je suis obligé de l'avouer, quelquefois je me dis, c'est juste pas possible. En fait, c'est Et un... en même temps, quand on sait qu'on est dans un vaste réseau d'énergie d'information, Voilà, voilà. on se dit que c'est possible. Absolument. Mais c'est pour ça que ces expériences ont la place dans notre livre, puisque elles sont fascinantes et bon, On même voit, si on a eu du mal à les renouveler plus tard, elles sont tellement extraordinaires et puis en plus poétiques, alors tout voilà. est parti d'un détecteur de mensonges. Oui, Cliff Baster était en fait un agent de la CIA qui était spécialisé dans les interrogatoires et notamment dans la machine à coincer Le le détecteur de menteur, mensonges. le détecteur de mensonges qui en fait consiste à surtout détecter les émotions de celui qu'on interroge. En fait, ça permet d'enregistrer les modifications de la sudation cutanée qui est augmentée lorsque vous avez une émotion. Et quand ça augmente, ça crée un potentiel électrique qui démontre que vous avez été ému lorsqu'on vous a posé les questions, ce qui est un argument pour mentir. Enfin, c'est un détecteur de mensonges très indirect. Mais bon, il était spécialisé justement dans cette détection de mensonges. Et un jour, je pense qu'il s'ennuyait un peu dans son bureau, il ne savait pas trop quoi faire. Et il s'est dit, tiens, ce serait amusant de brancher les électrodes sur une plante. Et il avait une plante verte à côté de son bureau, donc il a mis ses électrodes. Et puis il a vu que, bah, il y avait des petites réactions sur son graphique. Et il s'est dit, tiens, mais il y a un certain nombre de réactions qui me rappellent des graphiques que j'ai vus chez des patients que j'avais interrogés. Bah,
je vais essayer de créer une émotion plus violente. Puis comme c'était un gars de la CIA, c'était pas un tendre, il s'est dit, bah, je vais un peu torturer ma plante, je vais un peu la faire souffrir. Et donc, il a essayé de verser, par exemple, du café brûlant sur une de ses feuilles. Et là, il a eu la surprise d'enregistrer un pic véritablement très, très, très significatif dans le graphique qui montrait qu'il y avait une réaction émotionnelle de la plante et qui, là encore, comme disait Jocelyn pour les générateurs de nombres aléatoires, pouvait précéder la réalisation du geste. C'est-à-dire comme si la plante sentait l'intention de celui qui voulait lui nuire et réagissait avant que cette intention soit réalisée. Il y a eu d'autres expériences, il a fait des centaines et des centaines d'expériences autour de ça, notamment une qui était assez étonnante, qui consistait à enregistrer les potentiels électriques d'une plante et de la menacer de la chute d'un couteau. Et d'après ces études, d'après cette expérience, lorsque la plante percevait l'intention de l'examinateur de lâcher le couteau en sa direction, on enregistrait un pic émotionnel, enfin un pic électrique très significatif sur le graphique. Par contre, si l'examinateur avait l'intention de manquer la plante, c'est-à-dire de planter le couteau à côté, il ne se passait rien. La Voilà. Donc, plante reconnaît son bourreau. on en pense qu'on veut, mais c'est assez fascinant. Après, je ne suis pas sûr on ait pu répéter de manière très Oui, scientifique dans les laboratoires les expériences de Cliff Baxter, mais je pense qu'elles ont leur place dans notre livre. complètement. En plus, elles sont un peu, enfin, elles font rêver, donc c'est bien. Mais oui, le fait que la plante reconnaisse son bourreau, Ouais, mais oui, ce qui est amusant dans la vie, c'est que souvent, il y a des personnes qui sont un petit peu, qui n'ont pas cette ouverture à l'idée que le monde de l'invisible a une telle importance. Et quand ils parlent d'une autre personne, ils sont les premiers à dire, celui-là, celle-là, je ne la sens pas. Ça prouve bien qu'il y a comme quelque chose c'est au-delà. ça. Hein? Ce qu'on appelle l'intuition, ça c'est sûr qu'il y Voilà, a hein? quelque chose qu'on capte, Voilà, hein? Et et donc, c'est des expériences qui vont dans ce sens, nous, humains, on capte comme l'intention des... bien sûr. Hein? Voilà. Bah Et oui, puis on a évolué aussi auparavant dans des milieux hostiles où on était une proie ou un prédateur et notre relation à la nature, elle a aiguisé quand même des choses, une sensibilité qui reste chez nous sous forme de traces d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est là potentiellement. Et on peut réveiller ça. Et il y a même des travaux en écologie sur la conscience et l'écologie qui invitent à faire ça, à réveiller ces capacités qu'on avait de chasseur-cueilleur, quoi. Hein. Bon. Et encore, qui encore une fois, ça ne relève pas d'une régression, d'un retour en arrière, mais c'est quelque chose qui nous fait de nous un humain augmenté, pour voilà. le coup, au sens propre, quoi. Et au niveau médical, bah, c'est aussi le sens clinique, hein, que, que certains praticiens ont, que d'autres ont moins. Bien Hein. sûr, bien sûr. Justement, de percevoir ce qui n'est pas Ce qui est un invisible, petit peu quoi. au-delà des sens et de ce qu'on a appris. Bah, c'est le domaine de l'intuition qui est le domaine de la perception, en fait, extrasensible, on va dire. Et ça fait aussi que le praticien peut être un placebo ou un nocebo. Ça vous l'expliquez Ouais, bien, c'est oui, une oui. vérité, hein. Mais moi, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé à l'effet de l'esprit sur la matière biologique, c'est-à-dire sur l'homme et sur les maladies. Parce que ça, on s'intéresse beaucoup dans le livre à la matière inerte, les guéridons, les métaux, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie sur l'influence de l'esprit sur la Oui, après, matière ça vivante. va très très au-delà des guéridons, hein. Ouais, Des guéridons en guérison, on aurait dû se... Voilà, voilà, de exactement, en guérison. guéridon à la guérison. Et c'est vrai que moi, je suis entré dans cette affaire il y a très longtemps par justement l'effet placebo et l'effet nocebo, mais essentiellement par l'effet nocebo, parce que dans ma spécialité, et je pense que bon, maintenant, tous les médecins acceptent l'idée de l'effet placebo, mais il y a une époque où c'était très, très discuté. Mais par contre, ce qui n'est pas discuté quand on a un peu d'expérience en médecine, c'est l'effet nocebo, parce qu'on le voit à peu près tout le temps. Et alors en neurologie, c'est le nombre de cas où vous voyez à la suite d'un choc affectif, d'un deuil, d'une dépression, d'une période de fatigue importante, voire un déclenchement d'une poussée de sclérose en plaques, d'une paralysie faciale,
ou d'une aggravation d'une maladie de Parkinson. Vous avez à l'évidence quelque chose qui est absolument lié entre des facteurs spirituels et puis des facteurs matériels, ça c'est certain. Et l'idée, c'est que si on est capable de se faire tellement de mal avec l'anxiété, la dépression, avec des traductions physiques aussi graves, eh bien l'inverse doit être vrai. On doit être capable de se faire beaucoup, beaucoup de bien par justement des facteurs spirituels. Et je me suis dit, tiens, l'effet nocebo me démontre que l'esprit a une action sur la matière vivante. Et donc, moi, je vais m'intéresser au miroir, c'est-à-dire à l'effet placebo et plus largement aux capacités de l'esprit à guérir, à améliorer des situations. Et je me suis évidemment, donc logiquement, beaucoup intéressé aux miracles, en particulier les miracles de Lourdes, qui sont des miracles qui sont très étudiés sur le plan scientifique. Et Voilà. ben, vous parlez des miracles de Lourdes. Ceux qui voudront retrouver l'interview que j'ai faite de Jean-Jacques Charbonnier raconte son histoire qui est magnifique là pour son épaule, hein. Donc, ça rejoint un peu un des livres que vous avez écrit aussi, Antoine, où vous parlez beaucoup des miracles et vous dites qu'en fin de compte, les miracles, enfin, ils sont souvent précédés par une demande pour soi ou pour les autres. Et Jean-Jacques Charbonnier raconte, je trouve cette histoire très belle, qu'il avait donc un problème assez important à une épaule. Il avait 9 10 ans et sa grand-mère avait tenu à l'amener à Lourdes. Et puis, quand il a vu tous les gens vraiment malades, très handicapés, tout ça, il avait eu la belle intention de faire une prière pour les autres, pas pour lui. Et donc, on peut faire des demandes pour les autres, hein. Ouais. Hein. Mais les autres font aussi des demandes pour vous, donc finalement Oui, ça marche dans les deux ça sens. s'équilibre. Et c'est vrai que pour le dernier miracle de Lourdes, cette religieuse qui a été, c'est le 70e, je crois, guérie d'un gros rétrécissement de la colonne vertébrale lombaire et sacrée qui la paralysait à moitié. Dans ses interviews, elle insistait bien sur le fait qu'elle n'avait jamais rien demandé pour elle. Mais moi, ça ne m'a pas convaincu. Je me suis dit d'abord, est-ce que c'est possible de ne jamais rien demander pour soi, même inconsciemment, même indirectement? Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, elle n'est pas seule. Elle a des sœurs, elle a des gens qui l'aiment, elle a des gens qui tiennent à elle. Donc, il y a quand même des influences, des demandes. C'est vrai qu'il y a des études qui montrent qu'il y a beaucoup de miraculés qui insistent sur le fait qu'ils n'ont rien demandé pour eux, mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une volonté de guérir, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je ne pense pas que les puissances de guérison sont liés complètement au hasard, touchant l'un ou l'autre comme un espèce de loto géant. Non, 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 je pense que il faut appeler la guérison et il faut la désirer. Et ben, oui, après, c'est toute la question de la grâce qui se pose sur Ouais, nous. Mais euh, je pense c'est un petit peu. Je reviens à l'idée qu'on avait défendue tout à l'heure, partagée tout à l'heure. Je pense que la grâce, justement, ça ne s'obtient pas dans la lutte, hein. On le voit souvent, ça aussi, par exemple, pour les. Vous avez dû le remarquer en tant que praticien aussi. Enfin, c'est pas de la neurologie, mais pour les personnes qui ont des problèmes pour avoir des enfants. C'est bien connu de toutes les gens qui s'occupent d'adoption. C'est au moment où un enfant va être adopté, souvent ouais, un vrai bébé arrive. Pourquoi? Parce qu'ils ont lâché, c'est le lâcher-prise dont nous parlait ouais, Jocelyn tout à l'heure et qui est fondamental et qui n'est pas toujours le plus facile à pratiquer. c'est Mais sûr. dans le cas de la guérison, nous, on ne dit pas nécessairement que c'est Dieu qui guérit, hein. On n'est plus au roi thaumaturge. Le roi te touche, Dieu te guérit. C'est la foi, effectivement, de certaines personnes qui agit, hein, probablement, mais peut-être simplement comme un facteur qui déclenche des processus d'auto-guérison qui sont encore Ouais, largement mystérieux. Aussi, c'est le rétablissement d'un équilibre, comme on va le dire dans certaines traditions, entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, il y a différentes choses autres que la grâce qui peuvent être invoquées, en l'occurrence, hein, même si Est-ce qu'il peut-être y a, si c'est on plus beau. regarde des histoires de guérison miraculeuse, des fois il peut y avoir des histoires qui paraissent plus ou moins farfelues, des personnes qui ont dire on a été guéri de telle ou telle manière, mais il y a toujours un point commun, il y a quand même toujours un changement de conscience au départ. La personne a accepté l'idée, a eu la foi
dans le traitement, enfin la manière de se traiter qu'elle a utilisée, quoi. Hein, la loi de croyance reste souveraine. Non, et je crois que c'est vrai que la croyance est très importante. Et vous avez par exemple moi j'ai rencontré des patients qui avaient vraiment des maladies très graves et mortelles pour lesquelles la médecine était absolument impuissante, qui refusaient en fait complètement cette voie spirituelle, qui disaient que ça n'avait pas d'intérêt parce qu'ils n'y croyaient absolument pas. Et quand je leur disais, je ne dis pas à tous mes patients d'aller à Lourdes, mais enfin, ça m'est arrivé d'avoir ce genre de conversation avec un patient qui avait vraiment une maladie très très grave. Il arrive que les patients préfèrent finalement rester comme ça, indépendants, hermétiques complètement à ce type de- même pas de prise en charge, mais d'essai d'ouverture vers quelque chose de différent, de plus grand, de spirituel. Et donc, je pense que même si la grâce touche n'importe qui, je pense que perdent une chance véritable de guérison en n'utilisant pas ces forces de croyance qui, comme le dit très bien Jocelyn, ne sont pas forcément des forces de croyance religieuses, mais des forces de croyance spirituelles, c'est-à-dire au sens large, indépendamment même d'une foi en particulier. Mais il faut croire en l'effet de l'esprit sur la matière. C'est ce que on disait tout à l'heure, c'est que pour faire bouger bien une table, il faut croire que ça existe, mais pas trop le vouloir. Donc c'est un équilibre très subtil en réalité. Mais il faut croire. Je Mais ce pense qui est que sûr, c'est nécessaire. ce qui est certain, c'est que si une personne est incrédule, elle fait barrage. Vous citez Voilà. l'exemple pour les coupeurs de feu, hein, On peut le et supposer, en tout cas, ouais, bien sûr. Tu sais, les après, coupes de feu, ça marche bien, y compris quand la personne ne sait pas qu'on agit sur elle. Donc, Oui, il y a quelque une, chose qui est au-delà de la foi ou de la croyance, pour le coup. une oui, personne qui oui. serait hostile à l'idée qu'elle puisse être soignée à distance, euh, donc elle fait barrage, tout Mhm. simplement. Mais c'est Enfin, sûrement, effectivement, comme le dit Jocelyn, quelque chose d'assez subtil. C'est vrai que l'exemple du coupeur de feu efficace, alors que la personne ne sait absolument pas qu'un coupeur de feu s'occupe de ses brûlures, et c'est un fait reconnu, ça, et c'est assez troublant. Mais bon, je pense voilà. que pour les grands miracles, indépendamment du coupeur de feu, je pense qu'il ne faut pas laisser de côté les forces de croyance. C'est peut-être une manière, en tout cas, de se donner plus de chances de bénéficier de ces processus d'auto-guérison qui sont très dépendants justement d'influences psychiques. Voilà. Dans les guérisons, pardon, dans un contexte religieux, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement la guérison, en fait, comme facteur à observer. Il y a souvent une expérience globale avec des visions, avec des sensations de chaleur, des choses surnaturelles, en fait, hein. Ouais, Dans plusieurs guérisons comme ça qui ont été authentifiées par l'Église catholique, et même dans d'autres, qui surviennent dans d'autres contextes, mais tout de même contexte religieux, il y a toute une expérience qui précède ou qui est liée à la guérison elle-même. Et donc, ouais. on est obligé aussi de tenir compte de ça, hein. Mais moi, Oui, il y a une histoire que tu racontes, Jocelyn, qui m'a beaucoup frappé, qui est une histoire d'expérience de mort imminente avec une guérison inexpliquée au décours. Mais tu peux peut-être en parler, parce que ça, c'est très étonnant, ça. C'est C'est la guérison d'une paralysie, notamment, je crois, à laquelle... paralysie infantile, c'est-à-dire quelqu'un Ouais, ouais, qui avait une hypoplégie infantile, et mm, donc depuis c'est ça. 50 ans, qui avait un côté du corps qui ne fonctionnait pas, oui. et qui Ouais, a eu on est en train de perdre. Ah, une expérience de mort imminente qui a donc vécu ce qu'on voit habituellement dans le cadre, avec une sortie du corps. Je ne sais pas s'il a vu le tunnel, mais en tout cas des êtres les lumineux, descriptions classiques. Ouais, description plusieurs éléments classique, de l'EMI, ouais. et qui, à la suite de cette expérience de mort imminente, a vu la disparition complète de son hémiplégie qu'elle avait depuis, ou qu'il avait depuis Ouais. 40 Depuis ans. C'est quand l'enfance. même assez étonnant. Et là, on n'est pas dans un contexte religieux du tout, où il n'y avait pas de Non. pèlerinage. Le seul problème, c'est que c'est difficile d'en faire une expérience reproductible. C'est sûr. Alors là, en l'occurrence, ça fait partie d'un ensemble de données recueillies par une sommité du Euh, domaine, hein, qui est Cela dit, Penny Sartori, qui était infirmière au oui. départ, simplement, et puis qui a passé un doctorat pour justement encadrer sa recherche. Donc, si je Donc, dis ça, c'est pas pour le tourner en dérision, au contraire. bien sûr, bien sûr. Ça montre bien sûr la puissance
qu'on a tant de choses à découvrir là. Et donc, enfin, déjà, vous allez vers une reconnaissance du magnétisme, hein. Bah, il y a de fait une reconnaissance du magnétisme aujourd'hui. D'une part parce que effectivement les hôpitaux font appel à ces gens-là dans le contexte effectivement de couper le feu essentiellement, mais ceux qui coupent le feu sont aussi souvent des magnétiseurs et sont aussi des rebouteux, des gens qui soignent par l'imposition des mains. Les Américains sont beaucoup plus ouverts à la notion et parlent de biochamp aujourd'hui. J'en ai fait un article dans dans Inexploré dans le dernier numéro où Antoine parle également. Mais voilà, il y a cette ouverture-là, il y a une reconnaissance parce que par pragmatisme on constate qu'il y a une action. Alors les médecins, à mon avis, dans leur ensemble, ou les professionnels de santé sont plutôt quand même dubitatifs, je pense, sur l'action des magnétiseurs. Mais en tout cas, sur les coupeurs de feu, il y a déjà une espèce de reconnaissance de fait. Et aussi, les intellectuels reprennent à nouveau au sérieux ce genre de pratique. On le voit chez des philosophes, des sociologues, des anthropologues. Il y a des livres qui sortent sur les magnétiseurs à partir de thèses de doctorat en sociaux ou voilà. Donc, oui, ça n'a jamais disparu. Donc, il y a forcément quelque chose de réel derrière ces pratiques-là, hein, c'est Bien sûr. sûr. Mais et puis voilà, il y a tout un tas de gens qui prétendent avoir été guéris ou largement soulagés par ces pratiques, hein. Mais Donc, c'est autrement, empirique. globalement, la science, encore aujourd'hui, n'admet qu'un effet local de l'esprit. Ah oui, globalement, oui, Globalement, ça, c'est hein. certain. Et c'est vrai que les hôpitaux et la médecine, en tout cas française, ouvrent vraiment, entr'ouvrent avec un tout petit espace l'accès aux soins à des médecines, on va dire, en rapport avec l'esprit, que ce soit l'hypnose, que ce soit la méditation. Que ce soit les coupeurs de feu, parce que tous les services d'oncologie, de cancérologie n'acceptent pas de donner des adresses de coupeurs de feu. Souvent, ça passe par des infirmières qui connaissent par Oui. des patients des adresses. Donc, on ne peut pas du tout dire que la médecine française a énormément progressé sur la reconnaissance et l'acceptation de ces voies spirituelles. Mais quand on voit vraiment des maladies très graves et très résistantes à la prise en charge médicale, on peut se dire que quand même les médecins pourraient avoir une certaine humilité. Quand on n'arrive pas à guérir quelqu'un, quand on n'arrive pas à le soigner, plutôt que de dire, bah, écoutez, monsieur, madame, il n'y a rien à faire pour vous, la médecine ne veut plus rien faire pour vous, lui dire, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut vous proposer en dehors de ça. Or, les médecins, dans ces situations aujourd'hui, ne proposent rien. On peut simplement vous dire, vous n'êtes pas guérissable, pas soignable. Je trouve que, C'est il faut dommage. faire quand même acte Oui. d'humilité et Et s'ouvrir et proposer justement des prises en charge différentes. le problème, il y a quand même un aspect économique dans tout ça. La puissance de l'esprit remet en cause pas mal de principes industriels aussi. Oui, c'est sûr. Ou l'utilité de certains médicaments aussi. Mais la Oui. réflexion, elle est aussi intéressante dans le cadre de l'usage des psychédéliques, par exemple. Parce qu'effectivement, il y a tout un tas de médecins qui sont obligés de constater il y a une foultitude d'études qui confirment l'efficacité des psychédéliques dans les pathologies de maladies mentales, quoi. Ou après des traumas. Après les traumas, des addictions aussi, voilà. Et puis, du coup, ils essaient de savoir comment ça agit, mais ils veulent pas intégrer la dimension spirituelle de l'expérience, qui, Ouais, semble-t-il, est ce qui est guérisseur. Donc, ça va poser des problèmes de paradigme, encore une fois. ouais. Certains Et médecins vont rester fermés à ça et essayent d'isoler une molécule. Or, c'est pas la molécule qui agirait toute seule, à elle toute seule, on dirait. Non, mais même effectivement l'analyse, on va dire, contemporaine, scientifique des phénomènes qui mettent en jeu le magnétisme ou les influences spirituelles s'acharne à rechercher une explication chimique. C'est-à-dire qu'il faut trouver ce qui explique l'effet du magnétisme, et c'est pas l'esprit. Pour un esprit rationnel matérialiste d'aujourd'hui et qui travaille en médecine, c'est pas l'esprit, c'est qu'il se passe quelque chose, des petites décharges électriques qu'on voit pas. Il y a sûrement une explication physique à ça. Mais il y a un rejet de l'effet spirituel. Alors, l'effet spirituel, nous sommes quand même bâtis de briques spirituelles. Donc, on ne Voilà. peut pas nous résumer, nous, les êtres humains, à simplement nos muscles, nos os et nos cellules. Il y a autre chose.
Et c'est ça c'est le paradigme qu'il faudrait changer, c'est ça. C'est simplement que la médecine spirituelle, elle est spirituelle et pas, il n'y a pas une chimie bizarre derrière, il n'y a pas des problèmes de physique quantique qui peuvent expliquer ceci ou cela. Il faut expliquer la médecine spirituelle par la spiritualité. Voilà, c'est ça que. C'est vrai que moi, ça me plaît pas trop quand on voit à la télévision des grands spirituels avec des tas d'électrodes sur la tête pour savoir ce qui se passe dans leur cerveau quand ils méditent, des prises de sang permanentes pour voir quels sont les taux des neuromédiateurs lorsque ils ont des expériences mystiques. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la médecine spirituelle. Il faut Ouais, l'aborder c'est avec pas spiritualité. exclusif. C'est pas exclusif. Une Non, approche non, qui c'est peut pas exclure les exclusif, autres. mais pour les médecins d'aujourd'hui, et pour la science, on va dire, d'aujourd'hui, c'est quand même vers ça qu'on Ouais, on ouais, ouais. essaie de limiter, en fait, la spiritualité en médecine, il me semble, hein, mais Oui, oui, parce qu'on ne mesure que des ondes voilà, voilà, et on dit forcément l'expérience est liée à ce qu'on c'est ça, observe. C'est un petit Bon, c'est peu. ça. ce qui est Mesure positif, des ondes. ce qui est positif, c'est quand même que le développement de l'approche quantique, on peut espérer comme que ça va nous conduire à une médecine informationnelle, hein. Bah, c'est le rêve de la médecine quantique, effectivement, Voilà, de vous envoyer une onde de pénicilline quand vous avez une voilà, angine et de vous guérir simplement avec cette onde. Il n'y aura pas d'effet secondaire, a priori. Mais on en est très loin, hein, voilà. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'on a quand même une signature vibratoire. c'est sûr. Et c'est comme, oui, c'est pour le coup, Alors, il y c'est a la promesse quand même de ce qu'on appelle la médecine quantique, qui est pour nous quand même une aberration marketing, hein. Mais il Ouais. existe derrière cette appellation des tas de pratiques, et notamment des machines, hein, comme vous le savez, qui viennent de la médecine russe, entre guillemets, de la médecine spatiale russe. Et donc, il y a des choses très intéressantes, parce que non seulement elles prétendent soigner en envoyant des ondes, effectivement, mais elles prétendent avant ça avoir fait un diagnostic très précis à partir d'un signal subtil qui vient de l'effet Kirlian quand même à l'origine, Ouais. qui est aujourd'hui amplifié dans des machines, donc qui permettent de faire un diagnostic prétendument et de proposer un traitement derrière de la même nature, quoi, électromagnétique. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des théories derrière qui sont pas complètement idiotes non plus. Il y a de la science, on va dire, mais il faut quand même évaluer ça avec des méthodes. Il y a quand même Ouais. tout n'est pas mauvais dans la médecine occidentale. Non, non, non. La médecine C'est pas fondée ce que sur je les voulais dire, preuves, hein. voilà. Non, non, je dis pas du tout que tu aurais dit autre chose, Ouais. hein. ah, Mais il s'agit, j'insiste pour oui, dire qu'on n'est pas du tout anti-médecine, hein. voilà, que le Forcément, Antoine, but, il est c'est pas médecin, mais dans, moi, je pourrais l'être en tant que voilà, journaliste. C'est voilà, pas le cas, c'est pas le cas. Il faut évaluer ces traitements, ces nouvelles approches, en tout cas, avec des méthodes aussi qui ont fait leurs preuves, je veux dire. voilà, Ouais. le but, c'est pas d'en faire une guerre de religion, bien sûr, hein, mais c'est En de plus, comprendre il y justement, en a assez, il y en a assez comme ça. il y en a assez comme ça, mais de comprendre quand même l'effet du psychisme, psychisme positif, c'est quand même très propice très favorable à une belle immunité, hein. Bien Oui, sûr. bien sûr. Oui, oui. Ça, Donc c'est à ça que la médecine a quand même on peut être porteur d'espoir, enfin on peut être plein d'espoir, je pense, que les choses vont quand même évoluer, hein. oui, oui, bah, Même s'il y de a toute encore des façon, carcans. elles ne peuvent pas involuer parce que comme elles Non. sont pas très très développées pour le moment, je pense que l'avenir ne peut être que dans l'élargissement, je pense. Il faut de Mais l'ouverture, c'est vrai. Comment? il faut de l'ouverture chez les étudiants aussi, dans la formation des médecins, Bah, c'est-à-dire Oui, peut-être revoir des choses justement au niveau de la formation, bien sûr. parce que le patient est encore quand même manifestement considéré comme un petit peu. Il y a une approche mécanique du patient, hein. Et on oui, a. et qui va probablement pas s'améliorer avec l'arrivée de la médecine de l'intelligence artificielle, hein, qui va donner une médecine quand même de moins en moins ouverte à l'intuition, parce que il y a une chose qui manquera a priori toujours à l'ordinateur, c'est l'intuition. Parce que l'intuition, ça ne s'apprend pas. On peut pas, même si on lui montre des millions et des millions de cas où l'intuition a été importante, je pense qu'on ne donnera jamais une capacité intuitive à un ordinateur. Cognitive peut-être, mais intuitive, je ne crois pas. Donc,
Je suis pas sûr que les jeunes médecins d'aujourd'hui s'intéressent tellement à la médecine spirituelle, ils s'intéressent plus justement à la médecine, on va dire, Au, artificielle que la médecine subtile. Moi, au j'ai pas travers, l'impression, en tout cas sur les jeunes médecins que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qu'il y ait vraiment un intérêt particulier sur cet aspect de la médecine. Mais ça viendra peut-être justement en réaction à l'évolution trop matérialiste de la médecine. Moi, j'attends beaucoup en fait de la rechute des effets secondaires post-médecine artificielle, mais je pense qu'on va avoir quelques années où ça va être très très difficile de laisser la médecine spirituelle respirer. et au travers de votre livre, tous les deux, on sent comme qu'il y a un remède qui peut être très puissant, c'est l'amour. Ah oui, ça, Jocelyn, je te laisse. Hein. C'est la finir sur l'amour. Oui, moi juste un mot quand même sur l'intelligence artificielle parce que je pense que c'est l'outil est ce qu'on en fait. Donc il y a plein de choses très très positives que je vois dans l'intelligence artificielle, bien sûr, et aussi des tas de choses très sombres. Mais par exemple, dans un premier temps, on va avoir quand même ce qu'on appelle des systèmes experts, effectivement très performants. Des choses qui sont beaucoup plus douées qu'un dermatologue pour reconnaître un mélanome. On l'a déjà, ça, on le sait, je crois, hein. Et donc, il y a plein d'autres domaines comme ça aussi en médecine où la machine va quand même faire mieux que l'homme et va être un assistant en fait, va permettre d'aider le médecin. Ah, Et bien dans sûr. En ouais, fait, toute la médecine qui passe par les sens sera complètement révolutionnée par l'intelligence artificielle. Tout ce qui passe par la vue sera révolutionné. C'est-à-dire que les radiologues seront simplement des surveillants du travail des ordinateurs qui analyseront les radios. Pareil pour les radiologues. ouais, Toutes les spécialités qui reposent sur la vue vont, bah, plus ou moins à long terme, disparaître. ouais. Mais Même sur attends, l'audition. Voilà, ouais. ouais, mais je pense que ça peut aller au-delà de ça parce que ça, les systèmes experts, ils sont pas intelligents. Justement, derrière, tu peux avoir des couches d'intelligence artificielle où tu vas avoir des systèmes qui vont mélanger les données au point d'être le meilleur médecin interne que tu puisses avoir dans n'importe quel hôpital. Et puis Oui, ensuite, peut-être que l'intelligence artificielle elle-même, elle va pouvoir faire preuve de créativité et que ça sera peut-être pas l'équivalent de l'intuition, mais ça s'en rapprochera d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, c'est impossible d'imaginer qu'une machine ait de l'intuition. Ça, c'est oui. sûr. Mais par Pour contre, ça, moi, je traiter pensais que les données d'une manière la seule, créative, ouais, moi, je pensais que la seule spécialité vraiment défendue contre les effets pervers de l'intelligence artificielle, et il n'y a évidemment pas que des effets pervers, tu as tout à fait raison de le souligner. La médecine va s'améliorer sur le plan purement technique. Mais je pense que la spécialité protégée de l'intelligence artificielle, c'est la psychiatrie. La psychiatrie, elle ne pourra jamais se faire avec une intelligence artificielle. Ça, c'est pas possible. Donc, je pense que je conseille maintenant aux jeunes médecins de choisir la psychiatrie comme spécialité s'ils veulent éviter d'être engloutis par les machines. Être broyé par Ah, c'est ça. par le système. Soyez psychiatre, mes enfants. oui, et donc sur l'amour, bah oui, c'est un mot qui revient forcément dans un livre qui parle de spiritualité. Euh, Puisque ça Et- se réduit à ça, il faut revenir aussi à des choses simples. Antoine et moi, on est passionnés par des choses très compliquées. Et Antoine, c'est plus l'histoire aussi de la médecine, mais pas que. Et moi, ça va être peut-être la physique quantique ou la philosophie, mais il faut revenir à des choses très simples. Et on sait qu'effectivement, les relations d'amour ouais. avec ses proches, Voilà, et c'est un puis facteur de guérison. s'aimer soi-même aussi. Voilà. Tout ça, Hein? c'est un potentiel guérisseur Ouais. énorme. Hein? Et C'est peut-être que l'amour, c'est un bon synonyme de la spiritualité, hein. Je pense qu'il n'y a pas de spiritualité sans amour, hein. Pas possible. je peux vous en donner un petit exemple vétérinaire de l'amour, si vous voulez. J'avais un petit chien qui avait 16 ans, j'étais en voyage, je l'avais confié à des amis, et je suis rentré, il me téléphone un dimanche matin, il me dit, il faut que tu viennes, ça ne va pas. Ça va pas du tout. Et alors, j'ai été chez cet ami, quand je suis arrivé, mon petit chien a voulu se mettre debout, il est tombé, enfin bon. Euh, je l'ai emmené chez le vétérinaire, je pleurais, quoi, je pensais vraiment que c'était la fin. Et alors, je suis tombé sur un jeune vétérinaire très sympathique. Euh, il me dit, il fait un AVC. J'avais jamais pensé qu'un chien pouvait faire un AVC. Alors, je lui dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il me dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est l'entourer, l'entourer. Mhm. Et à l'époque, j'avais encore mon cabinet, mon épouse aussi, et ses amis ont été fort gentils. Ils venaient le chercher à la maison le matin, ils nous le ramenaient le soir, ils s'occupaient de lui toute la journée. Nous, le soir, on le cajolait.
3 semaines après, il courait après les oiseaux Mhm. et il est mort à 21 ans. Génial. On Ah, c'est l'aurait une belle laissé histoire. Oui. rester tout seul dans un coin et Mhm. il serait mort, hein. C'est sûr. Donc, bon, c'est un médicament gratuit, quoi. C'est le- C'est ça. Voilà, donc, écoutez, ben, écoutez, encore bravo pour ce livre. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, beaucoup de sujets que vous abordez, mais donc, il est absolument passionnant, quoi, pour aborder ces guérisons inexpliquées qui devraient tellement être mieux approchées. Et heureusement que vous êtes là. Merci Jocelyn, merci Antoine, Merci, Christian. Merci, Christian. et merci à tous ceux qui vont nous écouter.